Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour notre deuxième direct sur Facebook et YouTube en direct. Donc, nous allons faire une réunion assez courte, 40-45 minutes, on ne veut pas être trop long. Un petit coucou à Emeline, elle comprendra ce que je veux dire. Donc, comme on l'a dit, on est sur une campagne de proximité. Donc, on en est à plus de 120 km à pied à faire du porte-à-porte dans les villages et dans les villes pour aller à la rencontre des gens. On rencontre beaucoup de monde, c'est très intéressant. C'est vraiment très riche d'enseignements. On a aussi décidé de ne pas faire de réunion publique. Comme je l'ai dit la dernière fois, il n'y a pas trop de monde. Et en plus, les conditions sanitaires et tout. Donc, on a plutôt choisi, au-delà de la proximité avec le porte-à-porte, d'organiser ces petits rendez-vous en direct pour notamment se présenter. Mais ça, on l'a fait la dernière fois, on ne va pas le refaire. On vous invite, si vous le souhaitez, à vous rendre sur notre site internet www.didrissoubrier.fr pour revoir notre présentation et le live précédent. Là, on va plutôt se consacrer à répondre, on va consacrer cette émission à répondre à vos questions. Et puis, éventuellement, si vous avez d'autres nouvelles questions, vous pouvez les poser, on les prendra. Elles s'affichent devant nous, on les prendra dans le chat et on les affichera. Et si jamais il y a un ou une courageuse qui souhaiterait même monter dans le stream, c'est-à-dire dans le direct, et nous poser une question, à partir du moment où c'est respectueux, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Je mettrai tout à l'heure le lien dans le stream, et il suffit de cliquer dessus, vous pouvez monter, tels les youtubeurs, si vous en connaissez. Voilà, donc on va commencer par bonjour déjà Marie-Paul, bonjour Francine, bonjour Jean-Christophe. Bonjour Julien. Bonjour. Donc je crois, alors je ne sais plus, je crois que c'est Francine qui avait relevé les questions qu'on avait eues ou pas. Je crois que c'est Francine. Tout à fait Julien. Allez, donc, nous avons une première question qui traite du problème du réseau routier. Alors la personne aimerait savoir ce que l'on pense faire pour l'état déplorable du réseau routier. Alors, je vais répondre. Le réseau routier départemental, déjà, il est relativement dense, il fait plus de 3500 km. Et aujourd'hui, la politique du département, c'est de l'entretien préventif. Donc, il n'y a pas de travaux de structure. Et ce qui est constaté, c'est qu'à l'heure actuelle, les structures des chaussées qui ont été faites il y a de nombreuses années maintenant ne sont plus adaptées à la densité du trafic, mais surtout au poids des véhicules qui passent maintenant, les camions, les tracteurs et autres engins lourds, ce qui fait que la structure s'abîme tout doucement. Et cette politique d'entretien... On l'a perdu. On l'a perdu, Jean-Christophe. Ah. Oh, il est bien aussi comme ça, je trouve. Qui sont soit l'enrobé à froid, le gravillonnage ou des petites portions de bitume à chaud, n'est parfois pas suffisante et c'est relativement coûteux quand même. Il faut savoir que la Meuse a, donc je l'ai dit tout à l'heure, 3500 km de voirie. La Meurthe-et-Moselle gère à peu près le même linéaire de voirie, mais dispose d'un budget alloué de 4 fois supérieur à celui de la Meuse. Donc forcément, l'état routier n'est pas le même. Alors pour répondre à cette question, tout est histoire de priorité budgétaire. À budget constant, si on met plus d'argent dans la voirie, eh bien, il va falloir faire des choix et en mettre moins sur d'autres compétences. Mais il y a quand même, c'est vrai, un travail à faire parce qu'il va bien falloir tout doucement essayer de s'attaquer à la structure et à la rénovation des structures des chaussées les plus dégradées, en tout cas. Alors, juste Jean-Christophe, tu as eu tu as été figé à un moment donné, oui. Mais je pense que j'ai entendu jusqu'au fait qu'effectivement, le département était là beaucoup plus par rapport à l'entretien de la voirie, notamment gravillonnage, ECF, enrobé éventuellement, mais qu'il y avait un problème de structure, c'est-à-dire qu'effectivement, et ça, tu arrives, on t'a repris là, donc les structures ne sont plus forcément adaptées aux engins actuels, comme tu l'as dit, et il y a un problème de budget. Donc, Marie-Paul, le budget, il faudra bien trouver des solutions. Oui, le budget, il va falloir trouver des marges de manœuvre, mais il faut se rappeler, on l'a dit la dernière fois,
au niveau des compensations de l'État, là, il y a peut-être à faire, à essayer de récupérer l'argent qu'on devrait récupérer par rapport, je pense, à l'action sociale ou au RSA. Les conventions faites il y a des années, le montant que l'État rembourse est figé. Donc, ça peut être une source de revenus. C'est un combat, effectivement, c'est un combat, on l'a dit. Ceux qui veulent plus d'explications sur cette partie sociale qu'a détaillé Francine la dernière fois, effectivement, il y a un vrai combat des départements pour récupérer le différentiel depuis ce moment-là, et ça sera un vrai ballon d'oxygène. Avant je peux juste rajouter peut-être juste un élément par rapport au réseau routier. Le département a également en charge les ouvrages d'art. Et on l'a vu dans l'actualité ces dernières années, leur mauvais état a été mis en lumière justement suite à un certain nombre de catastrophes. Et le département n'échappe évidemment pas à ce constat. Et ça représente un budget colossal pour remettre d'aplomb les différents ouvrages d'art qui soutiennent la voirie. Donc, encore une fois, tout est histoire de priorité budgétaire. Il faut d'abord assurer une certaine sécurité de tous ces ouvrages avant de s'attaquer aux structures de voirie sur des plus grands linéaires. Ok, Jean-Christophe, on va passer à la question suivante. Juste avant, je prends au fur et à mesure les remarques ou les questions sur le chat. Je mets l'intervention de Yann. Je suis inquiet de cette élection parce que les médias se focalisent sur le FN, bon, le RN, je pense que tu veux dire, et donc l'alimentent. Je suis d'accord avec toi. Comment se passe votre campagne sur le terrain? Je sais pas, Marie. On en reparlera, je pense, tout à l'heure par rapport à ce qu'on a pu vivre, les échanges qu'on a eus. Mais tu as raison. Mais finalement, moi, les gens qu'on rencontre, j'ai l'impression, enfin Marie, tu peux me contredire, mais j'ai l'impression que les gens font quand même la différence avec le national et le local. Peut-être pas. En tout cas, ceux qu'on rencontre, à un moment donné, ils font quand même la différence. Alors, je pense que c'est ça le sens de la question d'Yann, quoi. Voilà, on continue. Allez, la deuxième question, Francine. Alors, dans le précédent live, vous avez parlé d'ambassadeurs pour les mairies ou de secrétaires super compétentes agglo. La secrétaire remplacera-t-elle donc un élu comme le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal? Et perso, c'est un terme le terme d'ambassadeur est-il vraiment approprié? Alors oui, alors bon, on est d'accord qu'on n'est pas forcément sur des compétences départementales, mais la question est intéressante parce qu'effectivement, la dernière fois, le terme qu'on a utilisé pour ambassadeur n'est pas forcément le bon. C'est plutôt un point d'entrée, quoi, quelque part, du service public de demain. Et même si ce n'est pas en lien direct avec le département, peut-être que la secrétaire de mairie demain devrait être le point d'entrée de toutes les politiques publiques, quoi. Ça peut être l'agglo, l'intercommunalité pour le canton d'Étain, ça peut être, pourquoi pas l'État, on a pris l'exemple la dernière fois des cartes grises, pourquoi pas. Je pense qu'il faut imaginer, il faut oser et surtout pas s'arrêter sur ce qui existe aujourd'hui. Pour autant, par rapport à la question, moi je dis non sur le fait qu'il ne faut pas que les secrétaires de mairie remplacent le maire ou l'adjoint ou les élus. La commune est l'échelon de proximité par excellence, je l'ai dit et je le redis. Pour autant, il ne faut pas transformer les élus des communes les transformer en agents de l'État, mais plutôt, la vraie question à se poser, c'est quelle place du conseil municipal demain et d'un maire dans une intercommunalité ou une communauté d'agglo très intégrée, où les décisions se passent et se font ailleurs. Donc, ça veut bien dire que là aussi, il faut être innovant. Et moi, je trouve que dans ce pays, on n'est pas innovant. À la limite, comment on peut associer tous les conseils municipaux aux décisions de leur intercommunalité, peut-être par un avis obligatoire, pour que ça passe devant le conseil, pour que les élus puissent avoir un effet levier, en tout cas, ou au moins avoir un avis. Si on ne fait pas ça, on veut tuer les communes. Et moi, quoi qu'on en dise, on dit la France est une spécialité, elle a 35 000 communes, 30 000, mais on s'en fout. Dans ce monde où justement on est dans une centralisation à outrance, moi je trouve que l'échelon de mairie est excellent. Et Jean-Christophe, par exemple, en plus, toi, alors Marie est bien sûr maire d'une commune, mais un peu plus importante, il y a plus de flux. Toi, une petite commune, ta secrétaire, elle est là combien de temps par semaine? Elle n'est là que 8 heures par semaine, donc prendre des tâches supplémentaires liées à l'agglo ou au département.
c'est pas infaisable, mais c'est soit au détriment d'autre chose ou d'une augmentation de son temps de travail, c'est sûr. Voilà, non mais c'est exactement ça. Je pense que j'ai fait un calcul une fois, l'an dernier d'ailleurs, quand il y avait un sujet autour du Covid où les mairies et les secrétaires de mairie et les maires ont fait un travail extraordinaire de solidarité pour aider leurs habitants. Je parle dans la période du premier confinement, hein, où on se propositionne premier confinement. Je vais m'arrêter là, Emeline, hein, je te rassure. Le premier confinement où il y avait vraiment une crainte, on avait peur, hein, faut être réaliste. Et puis derrière, on était là pour apporter des services. Et donc j'avais fait un post parce que, je veux dire, le coût d'une secrétaire de mairie, quand tu dis qu'effectivement t'es au taquet quelque part, tu ne peux pas faire plus avec les tâches qu'elle a. Mais demain, tu peux augmenter les secrétaires de mairie et ça ne coûtera pas cher à l'État. Là, on vient de mettre 124 milliards, hein, 130, je ne sais plus combien, mais ça ne coûte pas 1 milliard hein, de doubler les heures, par exemple, à une mairie comme toi, et d'amener des choses de carte grise et compagnie. Moi, je pense que la porte d'entrée des services publics, c'est la mairie. C'est un truc excellent. Ça rapproche les gens. Donc voilà, Francine, j'ai répondu peut-être un peu longuement, mais... Alors, une autre question. Hein, alors, sommes-nous obligés de voter au régional? J'ai eu le mal de mer, là, tout d'un coup, j'ai vu ta caméra bouger. Là. Ah oui, je suis désolée. Non, c'est pas grave. C'est ça le direct. Ben, moi, je peux répondre à cette question. Le vote en France n'est pas obligatoire, donc chacun est libre de faire ce qu'il veut, de voter ou de ne pas voter. Mais bon, ne pas voter au régional, c'est un manque par rapport au département. On sait la complémentarité qui existe entre le département et la région, les actions qui sont menées ensemble, les actions très bien menées par la région et qui ont une répercussion importante sur notre département, sur notre vie quotidienne. Donc pour moi, c'est logique de voter aussi au régional. Et pour nous quatre, je pense que nous voterons la liste Jean Rotner pour continuer le travail entamé, un travail que les Meusiens peuvent, surtout au niveau du plan fibre, peuvent constater tous les jours. Voilà. Donc je pense que une élection départementale doit être complétée par une élection régionale. En plus, Marie, tu as raison. En plus, nous enfin, c'est pas nous, hein, tous les candidats devraient dire la même chose. Je veux dire, forcément, l'avenir de la Meuse passera par le lien entre le département et la région. Donc, et s'il y a vraiment ce lien-là, et il y sera, forcément, on peut faire des belles choses. Et la Meuse a vraiment une carte à jouer. Excuse-nous, Michel, qui dit effectivement, bonjour, c'est un peu de bonheur, cette vidéo. Et bon, on pourra la voir en replay, Michel. Mais comme dans nos électeurs, on a des fouteux qui nous ont dit ne faites pas une visio après 21h parce qu'il y a, je crois, un match, là, je crois. Donc, nous, on respecte les électeurs, on s'étend, il faut être très conciliant. Il y a aussi des basketteurs. Ah oui. Il y a aussi des basketteurs et ce soir, l'équipe féminine, l'équipe de France féminine joue contre la Croatie. Impeccable. Il faut aussi penser aux basketteurs. Tu as raison. Une autre question, Francine. Alors, il y a la question parle d'Internet. Donc, je ne suis pas arrivée à me connecter à votre site Internet. Ah, alors celle-là, elle est bonne. Écoutez, je vais vous donner un scoop, là, ceux qui nous regardent et ceux qui nous écouteront plus tard. C'est que, effectivement, depuis 2-3 jours, je sentais qu'il y avait des baisses de tension du site Internet. Alors, je me dis, c'est peut-être la fatigue, au bout de temps d'élection, temps de campagne. Et hier, il a même été planté. Et donc, alors, on passe par un système qui est, c'est un truc important, on n'est pas des débutants. Et par contre, on a pris la version du site Internet très simple. On n'a pas non plus, on a tous nos articles, on a le replay, mais il est bien. Je crois qu'on est d'ailleurs les seuls à avoir un site Internet. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas été voir les autres, je ne m'occupe pas des autres, mais enfin, peu importe, je crois qu'on est les seuls. Écoutez, il a été victime d'un petit hackage, je ne sais pas comment on dit, mais quelque part, la société qui gère ça au niveau national, donc elle nous a dit qu'effectivement, il y avait une sorte d'attaque. Alors, ce n'est pas une attaque violente, on n'est pas Poutine ou autre chose, peu importe, mais ce n'est pas une attaque violente, mais il existe des systèmes qui permettent quelque part, d'envoyer des requêtes à un site et de simuler comme s'il y avait beaucoup de monde. C'est-à-dire, on simule qu'il y ait 10 000, je dis n'importe quoi, 5 000, 10 000 personnes connectées en même temps, et donc forcément, le serveur, il tombe. Donc,
Là, ils ont mis un petit patch pour corriger le problème et pour éviter cette attaque. Et je lui ai bien demandé encore aujourd'hui, mais bon, je lui dis ça parce qu'ils ont 400 sites sur notre serveur. Hein, c'est un serveur dédié avec 400 sites. Non, c'est bien le nôtre qui était ciblé. Bon, alors comme on n'est pas des jeunes hommes dans le numérique, je suis en train de regarder quand même tout ce qui est IP pour voir juste comme ça d'où ça vient. C'est peut-être national, machin. Peu importe, c'est pas grave, on ne va pas polémiquer sur le sujet, mais c'est quand même assez. Faut le souligner, hein, les seuls qui ont un site internet, ils subissent une attaque en règle. Une autre question, Francine. Oui. Alors, celle-ci, elle porte sur les circulaires. Hein, donc, il y a de nombreuses personnes qui n'ont reçu aucune circulaire. Comment se fait-il que les circulaires soient manquantes? Oui, je réponds aussi à cette question. Lors de nos marches, de notre rencontre avec les habitants, on l'avait déjà dit la dernière fois dans le dernier live, beaucoup de gens ont reçu des enveloppes vides, d'autres des enveloppes avec des circulaires soit en double ou manquantes, y compris les bulletins de vote. Donc, on a été interpellés. Julien a fait remonter toutes ces constatations à la préfecture. En définitive, la société qui a distribué, mis en page, mis sous enveloppe et distribué, c'est la société Adrexo, qui a été choisie suite à un appel d'offres de la préfecture pour faire cette action. Donc, la préfecture a fait un appel d'offres pour le premier tour, un appel d'offres pour le deuxième. Le deuxième n'a pas été concluant, puisque aujourd'hui, ce sont les cantons ou la préfecture qui vont terminer le deuxième tour. Mais le premier tour, la société a été quand même un peu légère, par la mise sous pli et la distribution. Manque d'adresse, des enveloppes qui ont été retrouvées sur les boîtes à lettres ou dans une autre boîte à lettres. Enfin, c'est vrai que c'était surprenant de voir ça. On ne va pas tirer sur l'ambulance, mais il faudra en tirer les conséquences après parce que c'est franchement entre les gens qui l'ont pas reçu, les gens. Et en plus, il ne faut pas en vouloir forcément, en tout cas, à ceux qui font le tri, enfin pas le tri, la distribution, les gens d'Adrexo qui sont payés à coup de lance-pierre, comme ils disent là, et qui ne connaissent pas forcément bien. Donc, à un moment donné, voilà, c'est un appel d'offres, mais la Poste sait le faire. Et il faudra en tirer les conséquences parce qu'il y a des communes complètes où des candidats n'ont pas eu la circulaire. Et ça joue quand même. Des fois, on va peut-être jouer sur une élection parce qu'il y a X machin, le bureau de vote, il y a un truc qui dépasse. Et là, il y a des communes complètes où j'ai des collègues qui n'ont pas eu leur circulaire dans l'enveloppe. Je trouve ça complètement scandaleux. Et on s'en occupera après. Une autre question, Francine? Oui. Alors, est-ce qu'il y aura un second tour? La question, second tour. Oui. Dans notre canton, où il y a quand même 5 binômes, le second tour, ça dépendra du premier tour et du nombre de votants. Alors, quand on voit qu'on annonce 38% de votants, ça fait quand même une abstention lourde. Donc, le deuxième tour, dans notre cas, si on a des votants pas plus que 40%, le deuxième tour, il y aura lieu. Parce qu'avec 5 binômes, on ne voit pas comment il peut y avoir un binôme qui sorte du lot dès le premier tour. Oui, effectivement, ça serait une vraie surprise. Ça serait une vraie surprise, oui. Mais vu le nombre et vu les tendances de participation. Après, les tendances de participation, moi je trouve que les médias, ils jouent un peu aussi là-dessus. Donc, voilà. Écoute, on sera fixé dimanche. Une autre question, Francine? Oui. Alors, j'ai un problème. Excusez-moi. Moi aussi, j'ai un problème. Alors, j'ai un problème de fourreau bouché pour la fibre optique. Que faire? Alors, c'est effectivement le cas chez nous à la maison. Oui, alors là, on a vu beaucoup de gens. Là, il y a un vrai manque quelque part d'informations et il manque peut-être un étage à la fusée. Mais là, pour le coup, il faut qu'on passe quand même 3 minutes. On avait convenu parce qu'effectivement, vu la demande des gens, on peut pas les laisser comme ça. Et alors, je vais vous projeter une petite carte, très simple. Vous la voyez, là, il n'y a pas de problème. Je vais le faire très simple et très schématique, mais c'est important de bien comprendre le fonctionnement. Donc, vous avez, pour la fibre optique, vous avez un endroit
un nœud de raccordement optique, ce qu'on appelle un NRO. Actuellement, il est à Bras. Celui de Bras, il sert Thierville, Belleville. C'est pour ça que les gens de Thierville, Belleville ont la fibre maintenant. Pareil pour Charny, Samonieux, Champneuville, Vachereville et d'autres communes d'ailleurs encore qui sont branchées sur ce NRO. Après de ce NRO, ça va vers des SRO, des sous-répartiteurs. Et à partir de là, ça peut servir soit une commune, par exemple à Bras, il peut avoir qu'un SRO parce qu'on peut avoir sur ce SRO entre 460 et 1000 lignes. Et donc à Belleville, il peut en avoir 2, à Thierville 2, enfin peu importe. Là, jusqu'à là, ça ne change rien. Et après, c'est là le plus intéressant, c'est qu'à la limite, le plan fibre de la région Grand Est, il consiste à suivre les lignes téléphoniques. C'est-à-dire que si la ligne téléphonique existante de l'abonné, elle passe en filaire, c'est-à-dire en aérien, il n'y a pas de problème, la fibre passe en aérien. Si la ligne téléphonique, parce qu'il y a des cas comme ça dans des lotissements beaucoup, elle passe par souterrain, eh ben, la fibre passera en souterrain et elle arrivera en souterrain chez les gens. Les vrais problèmes qu'on a à 90%, 99%, c'est les problèmes de souterrain. C'est-à-dire que à chaque fois ici, vous voyez le client, je ne sais pas si vous voyez bien ma flèche, vous voyez, il y a le client là qui fait la demande à son opérateur, hein, parce qu'il faut savoir que tout est pris en charge par l'opérateur jusqu'à l'installation chez l'abonné. C'est quand même extraordinaire. Enfin, on ne s'en rend pas bien compte de cette chance extraordinaire de ce projet, même s'il peut y avoir des petits couacs, on y revient, là, on va y revenir. Donc, il appelle son opérateur, qu'il choisit, à Bras, Belleville, dans les communes qui sont demain, toi, chez toi, Dieppe, à Thierville, il y a le choix entre 10 et 12 opérateurs. C'est quand même le choix, on n'est pas limité. Donc, elle appelle n'importe quel opérateur et là, c'est la région qui paye l'opérateur ou un sous-traitant par moment, c'est là où on a dit des soucis, qui paye l'opérateur pour aller sur le point, le PBO, enfin peu importe. Il va se raccorder là et il va ramener, peu importe, il va ramener la fibre devant la personne, là, devant l'habitation. Il y a un regard à l'extérieur et ça se complique. De l'autre côté, logiquement, dans les constructions un peu modernes, entre guillemets, qui ont 20 ans, il y a un regard dans le domaine privé. Si je prends mon exemple, voilà, en 1999, quand j'ai construit, j'avais prévu un regard et 2 gaines. J'ai dit, on ne sait jamais, 2 gaines. Pas de chance, les 2 gaines étaient bouchées. Ça veut dire que, et là, la région Grand Est et l'opérateur ne viendra pas chez vous. Donc, s'il y a un vrai problème chez vous de passage, une gaine bouchée ou qu'il n'y a pas de gaine, il n'y a pas. Je parle quand c'est en fuite. En aérien, il n'y a jamais de souci en général. Là, ça veut dire que là, vous n'avez pas de choix. Vous êtes obligé, je vais zoomer d'ailleurs, là, vous voyez ici, vous êtes obligé de revoir. Moi, j'étais obligé de refaire une tranchée. Donc, quand l'opérateur vient faire intervenir ces gens, il vous dit que c'est bouché. La première chose à faire, c'est de savoir si c'est bouché sur le domaine public ou c'est sur le domaine privé. Ce qu'il faut faire tout de suite, c'est déjà bien regarder chez vous si vous avez bien la gaine et que ça passe bien. Et ça, on ne pourra pas y déroger. La région, c'est un projet d'1,4 milliard. Derrière, ils ne peuvent pas faire intervenir les gens chez vous parce que là, c'est même un projet qui est irréalisable. Mais pour autant, c'est là où je disais, on en discutait avec Francine et puis Marie-Paul tout à l'heure, je crois, c'est qu'il manque quand même quelque chose finalement. Il manque un bout de service public, quoi, ou quelque chose, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas demander tout à la région. Alors on le fait, Marie-Paul, toi tu as aidé un habitant, moi j'en ai encore aidé un autre, mais je me demande s'il faudrait pas peut-être, je sais pas, aider les mairies ou les former pour leur donner les clés, pour aider quelque part les gens, parce qu'il y a des gens, puis après on n'a pas que des jeunes qui prennent la fibre, et des fois ils sont un peu démunis quand on leur dit c'est bouché, oui, puis les intervenants, ils sont payés pour une mission, ils s'en vont, ils reviennent après. Donc il y a un vrai sujet. Donc c'est pour ça que je voulais dire ça. Alors on a une question de Michel là-dessus. Si les prestataires prenaient… Alors Michel, tu as raison. Si les prestataires, je dis la question quand même, prenaient un peu plus de temps pour accorder des habitations, ils auraient moins de problèmes. Ou tu as raison. Et c'est là, ça va un petit peu mieux maintenant. Mais avant, le problème c'est que comme ils sont payés, il y a un forfait. Je ne sais plus combien il est, je ne vais pas donner de somme, mais un forfait pour faire cette intervention. Et bien quelque part, s'ils perdent du temps, du coup, et que ça ne va pas bien, il déclare un échec. Et un échec permet de ne pas reperdre d'argent, parce qu'autrement, s'ils passent trop de temps, quelque part, ils perdent l'argent ou ils n'en gagnent pas suffisamment. Mais franchement, moi, j'ai déjà vu les opérateurs, ils passaient un temps fou, sans rien dire. Et je trouve, plus ça avance, mieux ça va. Mais tu as raison dans ta question, c'est un vrai problème. Voilà. Une autre question, Francine, sur la fibre ? Oui, non, sur la fibre, sur autre chose. C'est la dernière. Sur la fibre ? Non, c'est fini. D'accord, excuse-moi, j'avais mal compris. Voilà. Donc, pour moi, c'est la dernière. Alors, que pensez-vous du manque de médecins dans la ruralité ? Je crois que c'est avec toi, Francine et Marie-Paul. On a passé une demi-heure avec une personne hier où on a eu un vrai débat.
Mais alors, intéressant, hein, franchement, un débat à 360 degrés sur tous les sujets. Et on a parlé de la santé. C'est un sujet qui est important et qui nous intéresse fortement. Et la réponse que je lui avais faite, si je me souviens bien, mais c'est toujours la même que je fais, parce qu'on parlait des maisons de santé qui sont vraiment très bien, hein, c'est important les maisons de santé. On prenait l'exemple des médecins qui ne sont plus les médecins d'il y a 30 ans, c'est-à-dire qu'un médecin, lui aussi, il veut de la qualité de vie, il ne veut pas travailler 80 heures comme notre médecin à l'époque, les jeunes ont une autre vision de la vie et voire du travail, et c'est pas pour ça qu'ils n'aiment pas leur travail, et peut-être que c'est eux qui ont raison. Donc les maisons de santé, c'est vraiment bien en termes de complémentarité, en termes de services et en termes justement de remplacement. Mais pour autant, moi je trouve, alors peut-être que ça s'est arrangé, mais moi je pense que ce qu'il faut voir, c'est combien de temps met un patient pour aller chez le médecin, combien de temps met un patient pour aller à l'hôpital, combien de temps met un patient pour aller à un service de santé. Et il faut vraiment avoir un raisonnement, et là le département, alors il y a l'ARS qui joue, je pense que c'est mais quand même, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision du maillage du territoire pour que c'est pas la commune qui a plus d'argent ou qui a plus d'intérêt ou qui a je sais pas quoi ou qui peut avoir plus de subventions, qui doit avoir une maison de santé ou un dispositif quelconque. C'est le positionnement idéal pour arriver à irriguer un maximum et avoir une vraie égalité des chances. C'est pas normal, on peut mourir plus facilement d'un infarctus à 30 km de Verdun peut-être, même si les pompiers, le SAMU sont extraordinaires, mais peu importe. Donc, à un moment donné, il faut avoir vraiment cette vision globale. Et c'est pour ça que dans notre campagne, quand on disait un conseiller départemental, il doit avoir une vision locale, une écoute, de la proximité, mais il faut aussi avoir une vision départementale qui dépasse les limites de sa commune, de son canton, pour vraiment avoir un service approprié. Et la santé est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Donc voilà, il y a un projet IME Santé, on ne va pas en parler, on y travaille beaucoup. Moi, je travaille pas mal aussi avec le département actuellement sur tous ce qu'on peut faire autour de IME Santé, notamment dans les télécabines, dans la maison de santé de Verdun, il y en aura une. Mais il n'y a pas que les problèmes de médecins, il y a un problème de généralistes aussi, de spécialistes. Oui, donc on pourrait en parler des heures, mais on a dit qu'on ferait court. Donc là, il n'y a plus de questions alors. Si, oui, moi, en ce qui me concerne, il n'y a plus de questions. J'en ai reçu deux autres. La première qui est, pas nécessairement en lien avec le département, mais quelles sont les missions du Pays de Verdun? Quels sont ses principaux partenaires? Plutôt le département, la région, l'agglo ou la commune? Ah oui, alors effectivement, c'est pas départemental, mais quand on a écrit sur notre tract, notre tract, on l'a écrit en avril, hein. Il n'a pas été écrit très rapidement, il a été écrit en avril. Donc, quand on a écrit que pour faire passer le département dans la Meuse d'après, il fallait une mobilisation à tous les étages, hein. Et donc, effectivement, le département a un rôle important, même au niveau du Pays de Verdun, moindre. Mais le Pays de Verdun, donc je vous rappelle, c'est une structure, c'est une fédération de comités de communes qui regroupe 7 intercommunalités sur le Nord meusien, qui fédère 220 communes, 85 000 habitants. Ce n'est pas une strate de plus. C'est vraiment une cellule, quelque part, d'ingénierie. C'est surtout ça. Ce n'est pas une strate de plus. D'ailleurs, les élus sont bénévoles, hein. Moi, je suis bénévole, hein. Il n'y a pas d'indemnité pour le Pays de Verdun. On peut toujours le dire. Et donc, l'intérêt du Pays de Verdun, c'est qu'effectivement, elle s'appuie sur une stratégie qui a été définie par les élus en 2015 et qui qui est axée sur 4 thèmes majeurs: l'habitat, le numérique, l'image, il y en a plusieurs d'ailleurs, il y a aussi la mobilité qui est un enjeu majeur, la mobilité, et puis la culture. Et donc, l'objectif du Pays de Verdun, c'est d'aller chercher des fonds, d'aller mobiliser des fonds autour de ces thématiques avec une vraie vision stratégique et une vision qui va encore plus loin qu'une interco. C'est vraiment une vision départementale. Donc, voilà. Donc, quelque part, quand on dépose un projet, par exemple, là, quand on a fait le projet autour de Côté Meuse, de la transition numérique des commerçants, de la digitalisation des commerçants qui va encore se poursuivre, là, on mobilise des fonds européens, on mobilise des fonds départementaux, enfin régionaux, on pourrait aussi mobiliser des fonds départementaux. Donc voilà, tous les projets du Pays de Verdun, soit des porteurs privés, publics, ou nous, Pays de Verdun en tant que tel, on peut aller chercher des fonds régionaux, européens surtout, et départementaux aussi. Bon, je réponds à la question, on est d'accord, c'est un tout petit peu en dehors du département, mais il y a des liens partout, comme on l'a dit la dernière fois. J'en ai encore une autre. À propos de la mobilité douce, cette fois, j'observe l'absence de couloirs pour les vélos au sein des centres-bourgs de Thierville et Belleville, alors qu'à Verdun, c'est l'inverse. En tant que futur conseiller départemental, allez-vous faire quelque chose pour remédier à cet oubli? Enfin, alors, je ne sais pas, Marie, si tu peux m'aider sur cette question, ou même toi, Jean-Christophe. Bon, là, il y a une volonté quand même, mais on n'est pas là, moi je ne suis pas là pour juger les communes.
ou les comités d'agglo. Il y a une volonté locale, hein, quelque part, de s'inscrire dans la mobilité douce. Bon, je pense que la comité d'agglo Verdun, alors je ne sais plus, Jean-Christophe, si par exemple, les pistes cyclables qui sont faites au Faubourg, ça passe dans l'agglo, ça, quelque part. C'est la compétence voirie ou pas? C'est la compétence voirie, oui. Ouais, donc ça passe de l'agglo. Mais vous voyez, il y a un truc qui est important, à mon avis. L'agglo, on peut dire ce qu'on veut, mais il est important que les projets partent des communes. Je veux dire, l'agglo, je l'ai rarement vu, et c'est valable peut-être pour toutes les intercommunalités, vraiment refuser des projets. Donc, des fois, quand on dit que l'agglo, tiens, elle fait ou elle ne fait pas ça dans telle ou telle commune, c'est aux communes d'avoir les projets, c'est aux communes d'avoir la volonté. Et franchement, la mobilité douce, c'est un enjeu. Je vous invite à lire l'article dans l'Est républicain d'hier ou d'avant-hier. Là, il y a eu une enquête sur le Grand Est des attentes de la société, enfin des habitants du Grand Est après 1 an et demi de Covid. Mais alors, on est complètement pile poil dans notre programme en termes de mobilité, en termes de travail, en termes d'habitat. Mais franchement, c'est extraordinaire. Donc, pour répondre à la question qui a été posée, comment on peut remédier après. Il y a aussi au niveau du Pays de Verdun, on vient de créer un poste financé par les 3 PETR, on ne va pas rentrer dans les détails, enfin peu importe, surtout le département de la Meuse presque, on est en train de financer un poste d'une jeune fille qui s'appelle Élise et qui va s'occuper de toute la mobilité et qui va aider toutes les communes et les Codécom justement dans un schéma global de les aider à déployer de la mobilité à 360 degrés, mais aussi de la mobilité douce. Quand on voit dans l'enquête les gens qui veulent venir en vélo, s'ils peuvent le faire par rapport à leur entreprise, c'est extraordinaire, quoi. Donc, il y a une volonté, encore une fois, pour la question là, il y a une volonté globale, mais qui doit aussi partir du terrain. Encore une fois, moi, je pense que les élus, dans leur commune, et il y a des mairies et des petites communes, à la communauté d'agglo et ailleurs, qui ont eu des projets magnifiques parce qu'ils ont eu la volonté de le faire. Donc, à un moment donné, c'est aussi la responsabilité des mairies, même si la compétence est transférée, de porter des projets à l'intercommunalité. En tout cas, la question, elle est importante, c'est un enjeu majeur. Vas-y, Marie. Moi, je peux ajouter, oui, moi, c'est le discours que je tiens au conseil municipal à Belleville. Hein. Il ne s'agit pas de critiquer ça. Si on veut porter un projet à l'agglo, on doit y participer, le préparer, apporter nos idées. Et après, on discute avec l'agglo. Et là, concernant les pistes cyclables, c'est vrai que jusqu'ici, à Belleville, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais le grand axe, par exemple, de la rue de Gaulle, hein, donc on est en train de réfléchir aussi à le reformater, si on peut dire. Mais il faut penser aussi que quand on refait une rue, on doit s'interroger sur le stationnement, sur la circulation des piétons et des vélos. Donc, je veux dire, les rues, donc forcément, la voie, il faut s'interroger aussi sur la largeur de la voie. Donc, tout ça, c'est une réflexion à avoir, des cheminements à faire. Voilà, mais Marie, je suis d'accord avec toi, mais il faut se faire mal. Parce qu'on a bien vu trop. Enfin, moi, je prends l'exemple, et encore une fois, on n'est pas là pour critiquer les gens, mais quand il y a eu l'axe Bras-Belleville qui a été refait avant la voie verte, là, tu sais, à un moment donné, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, enfin, je veux dire, là, il n'y a même pas eu un… La 964, tu parles? Oui, la 964 entre Bras et Belleville, avant la voie verte, hein, c'est vieux. Même pas, mais il n'y a même pas eu une réflexion, on est dans le routier et on n'intègre pas le vélo. Franchement, donc même dans les communes, mais encore une fois, c'est chaque commune décide, mais ne négligeons pas le vélo. Le vélo, il ne faut pas penser que le vélo, je ne dis pas ça pour toi, Marie-Paul, je dis ça de manière générale. Ce n'est pas un truc qui est uniquement réservé à des écologistes. Non, mais franchement, les gens ils peuvent penser. Non, pas du tout. Ça fait partie de la mobilité de demain et c'est un enjeu majeur. La mobilité, elle est multiple. Et avec la voie verte, comme le dit Michel, sur la voie verte, effectivement, à Belleville, on a quand même déjà cet axe-là, l'arête, quand même, qui traverse près de 2 km de piste, hein, qui évite de prendre la RD 964 quelque part sur une bonne partie. Tu es d'accord? Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'on a tout, moi, j'ai plus d'autres questions. Tu n'as plus d'autres questions? Donc, Marjorie, merci pour la chemise. Hein. Voilà. Michel. Ah oui, alors Michel, oui, il avait posé une question qui est passée avant. Le département va-t-il aider les communes à créer des habitations avec ça? Alors là, je vais dire, enfin, aujourd'hui, Marie-Paul, on a passé presque 2 heures à écouter. 2 heures à écouter. On était dans un endroit où il y avait des personnes âgées. C'était vraiment ça fait… Triste. C'est triste et c'est prenant. Hein. Et on est vraiment dans le sujet et la question que pose Michel sur effectivement, ils ont tous envie de rester chez eux. Enfin, le vrai enjeu, c'est de rester chez eux. Et là,
pas forcément d'aller dans un EHPAD ou dans un établissement spécialisé. Bon, peut-être qu'à un moment donné, on n'a plus le choix, mais je veux dire, voilà. Donc, il y a une vraie mobilisation à tous les étages, encore une fois, pour les questions des services aux personnes âgées. Après, au niveau départemental aussi, au niveau régional, oui, au niveau national, enfin, il y a un vrai enjeu. Et c'est là où, quelque part, à bras, et j'ai pris l'exemple avec la petite dame là, tout à l'heure, là, qu'on a passé 30 minutes avec elle, qui était au bord des larmes, je veux dire. Voilà. Moi, quand je suis arrivé maire en 2001, même si j'ai une étiquette de geek, ou de numérique, mais c'est pas ça uniquement, surtout pas. Et ben en 2001, la première chose, vous pouvez demander à mes collègues élus, la première chose, c'est de voir comment on pouvait régler ce problème de maintien à domicile, en tout cas du 3e, du 4e âge. Et c'est là où on a imaginé, il y a déjà 5 ans, 6 ans, 7 ans, un dispositif qui s'appelle Senior Rural, avec des maisons connectées. Le but du jeu, alors connectées, encore une fois, voilà, il y a 6 maisonnettes de plein pied, tout équipé, mais équipé de technologies qui sont complètement transparentes pour la personne. Le but du jeu, c'est pas qu'elle soit utilisatrice du numérique, c'est uniquement que la maison, elle est faite de manière elle permet le maintien à domicile et la surveillance. C'est une sorte d'EHPAD virtuel, c'est-à-dire qu'il y a des détecteurs qui sont sur le robinet, sur le gaz, sur les toilettes, enfin peu importe, et c'est toute l'intelligence artificielle, enfin tout ce qu'on veut, la robotisation, enfin peu importe, qui effectivement, tout est programmé. Si pendant une demi-heure, il n'y a pas eu un des éléments qui a été activé, ça veut dire qu'il y a un problème et le réseau s'alerte. Ça peut être la proximité, ça peut être la famille, ça peut être après filier ADMR, c'est une richesse d'avoir sur le territoire. Enfin, donc voilà, pour répondre à Michel, je pense que le département, alors il est sensible, mais il va falloir passer la deuxième sur le sujet, aider les communes à faire de l'habitat. On a eu plein de demandes sur des petits habitats comme ça, même à Belleville, à Marie. Tout le monde n'a pas le terrain, mais c'est un vrai enjeu. C'est humain parce que premièrement, les gens, quand ils quittent leur maison, c'est un drame pour eux et ils le vivent très mal. Et quand finalement, des fois, les familles n'ont pas les moyens de les placer, et du coup, c'est la double peine, quoi. C'est déjà une déchirure de quitter son établissement, sa maison, et en plus, c'est une déchirure pour les familles qui ne peuvent pas. Enfin, c'est un drame. Hein. Franchement, c'est un drame. Bon, j'ai répondu à ta question, Michel. Voilà. Ok. Bon, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'enlève la question de Michel et je l'ai mise là. Voilà, je retire. On n'a pas d'autres questions? Écoutez, il n'y a personne qui veut monter. Hein. Là, je ne pense pas qu'il y a un courageux. C'est pas un courageux, mais il faut être. Mais on en fera peut-être un. On va, parce qu'on avait dit qu'on ferait 40 minutes, 45 minutes. Il fait 45 minutes. On en fera un si on est qualifié, parce qu'il y a deux solutions. Soit dimanche soir, on est à RTT, c'est-à-dire qu'on a fini, on est renvoyé chez nous. Ça sera le choix des électeurs. Et puis, on le vivra très bien. C'est comme ça, c'est la vie, il faut respecter la démocratie. Soit il y a un deuxième tour, et si on est au deuxième tour, on fera un live courant de la semaine prochaine. Et peut-être que là, pour le coup, ça serait bien de faire monter des gens carrément et venir discuter avec nous, nous poser des questions, même si c'est un exercice pas simple, je sais bien, on verra bien. Voilà, pas d'autres remarques, Marie-Paul, Francine? Est-ce que Emeline, on n'a pas été trop long, j'ai pas été trop long, Francine, tu demanderas à Emeline de ma part si elle pense que... On lui posera la question. D'accord, on lui posera la question. Ok, écoutez, ce que je vous propose, on va mettre un terme à ce live, et ce qu'on fera, c'est qu'on va, pour faciliter la visibilité du live, on va segmenter les questions et on fera des petites vidéos des questions, plusieurs publications comme ça, plutôt que de revoir le live complètement, les gens pourront avoir une réponse à une question qui a été posée, encore une fois, avec toute l'humilité qu'on a. On ne maîtrise pas tous les sujets, on n'est pas élu au département, mais on en maîtrise quand même pas mal. Voilà, écoutez, bonne soirée à vous et on se dit à très bientôt et en tout cas nous à demain pour continuer notre porte-à-porte. Voilà, allez, bonne soirée, au revoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous.